Bonjour à tous, chers téléspectateurs, bienvenue à la revue des Grandes Unes pour ce vendredi, la dernière livraison de la semaine avec nos invités déjà bien installés, invités avec qui nous commenterons l'essentiel des Grandes Unes parues ce jour et justement revisitons ces Grandes Unes avant de donner la parole à nos invités. On commence par la nouvelle expression qui s'intéresse au Sénat ce matin, la nouvelle expression qui titre donc la législature d'une rupture historique au sortir de la session de plein droit des lignes devrait bouger au sujet des incompatibilités, nous dit le journal qui pense qu'au sortir donc de cette session de plein droit, c'est l'histoire qui sera tournée. C'est le Sénat avec une nouvelle configuration sans sénateur cumulard que l'on retrouvera donc dans cette haute chambre. Le journal qui nous parle aussi de compte public avec une opération de contrôle qui est lancée dans les universités d'État. La mission lancée par le ministre des Finances cible aussi les communautés urbaines et les mairies. Les inspecteurs du ministère des Finances vont spécialement se focaliser sur les dossiers de l'exercice budgétaire 2016. Le journal Info Matin parle aussi d'incompatibilité avec les cumulards qui choisissent le Sénat. Le journal fait savoir que la plupart d'entre eux, notamment Victor Moqueter, René Zengele et Charles Salé, ont choisi d'abandonner leur poste au sein des administrations publiques pour se consacrer uniquement désormais à leur poste de sénateur. Seul X et Calvin Zhang Oyuno, directeur général adjoint de Codco, qui fait encore la résistance. Il pourra être démissionné, nous dit le journal. Et puis, l'œil du Sahel qui parle d'enquête ce matin. Et la Campost, le grand malade, nous dit le journal qui remonte aux sources du problème des problèmes qui ont surgi il y a 14 ans maintenant, avec tout qui était parti de la révolte des épargnants de la caisse d'épargne au niveau de la Campost. Et depuis jusqu'à aujourd'hui, cette structure connaît une décrépitude constante avec donc Campost qui est un malade, qui est un patient sans soins intensifs, endettement abyssal, charges d'exploitation astronomique, recettes insignifiantes caractérisent malheureusement cette entreprise qui est au bout de nombreuses revendications, qui est au cœur de nombreuses revendications des salariés, avec cette grève qui était annoncée pour le 23 avril, grève qu'a réussi à désamorcer le ministère des Postes et Télécommunications, qui est le ministère de tutelle. Le soir, Tri-Hebdo s'intéresse aux sénateurs cumulards qui sont dans l'embarras, nous dit le soir, qui ajoute que la session de plein droit de la deuxième législature du Sénat a eu lieu ce mardi 24 avril 2018. Au cours de cette session de plein droit, les voix se sont levées pour dénoncer les sénateurs qui cumulent leur fonction de sénateur avec une autre. Pourtant, les textes qui régissent le Sénat ne sont pas favorables donc au cumul. Mutation. Nous parle ce matin de gouvernance et des missions de contrôle qui vont descendre chez les directeurs généraux et chez les recteurs. Des équipes du ministère des Finances sont à pied d'œuvre pour s'assurer de la bonne exécution du budget 2016 et évaluer la qualité de la dépense au sein des sociétés d'État, des universités publiques, des communes urbaines, des communautés urbaines et des communes. Contexte et enjeu de cette opération à lire dans les colonnes de mutation de ce vendredi. Le quotidien de l'économie lui parle de la gestion par le gouvernement du web et Cameroun, amateurisme dans la stratégie web du gouvernement, entre sites internet non actualisés ou abandonnés. Plusieurs institutions républicaines brillent par leur faible présence pour certaines et l'absence pour d'autres sur Facebook ou encore Twitter. Yaoundé, il manque 9 milliards de francs CFA dans l'argent collecté chez MIDA. Le bilan de l'opération de saisie des souscriptions de la mission d'intégration et de développement pour l'Afrique MIDA a été rendu public hier 26 avril 2018 par le gouvernement. Seuls 3 milliards et un peu plus ont été récupérés. Il manque 9 milliards donc, nous dit le gouvernement à travers une sortie du ministre de la Communication Issa Chiroma Bakari. Le jour s'intéresse aussi à cette actualité, escroquerie de masse, 9 milliards de francs CFA introuvables à la MIDA, nous dit le journal Le Jour à sa principale une ce matin. Le jour
Sport qui donne aussi la parole au président du Conseil constitutionnel dans une interview publiée donc ce matin par Le Jour. Clément Atangana déclare « Je n'appartiens pas au RDPC ». Cameroun Tribune pour sortir de ces grandes unes qui s'intéressent à la coopération Chine-Cameroun. La coopération exaltée, nous dit le journal qui précise qu'arrivé en fin de séjour, l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Wei Wenhua, a été élevé hier à la dignité de grand officier de l'ordre de la valeur par le chef de l'État, Paul Biya. Cette audience d'adieu a été l'occasion de célébrer l'amitié exceptionnelle entre les deux pays. Et puis Dominus pour sortir de cette revue qui parle aussi de sénatorial 2018 et Paul Biya au chevet de l'UPC prenait besoin à l'heure actuelle, nous dit le journal, comme nous l'observons dans les médias, de se pourfendre anti-tiraillement fractionnaire coloré de dissonance abjecte et mensongère et de se lécher en bavardage pour démontrer aux militants de base que M. Leki Chebesogo à Kemfort est de la tendance Baïbek, Bapolipot ou Baléguel Côte. Et puis cet article qui porte sur Douala Premier Lingema Paloma à battre pour battre le RDPC Avouri 1, nous dit le journal. Allez, on va retrouver nos invités sur ce plateau. Camille Nelly, bonjour, bon vendredi, bienvenue. Bienvenue et bonjour aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Bonjour Georges Sémé, bonjour Eric Mafiel-Diomont. Merci, bonjour. Mais moi je balancerai un bonjour tout particulier au président de la Cour constitutionnelle, M. Clément Atangana, qui, à mon sens, a fait une déclaration inutile en disant qu'il n'appartient pas au RDPC. On aurait bien voulu savoir si, avant qu'il ne soit nommé, il n'était pas militant du RDPC, s'il n'était pas militant du RDPC, dans quel parti milite-t-il. Mais moi, je pense qu'il n'a pas son appartenance ou son militantisme dans un parti n'a aucune importance. Donc, qu'on lui fasse dire dans un journal qu'il n'appartient pas au RDPC, moi, je pense que c'est contre-productif et c'est inutile. C'est inutile. Georges Sémé, bonjour, bon vendredi. Merci, bonjour à vous et Martial, bonjour aux doyens et à tous ceux qui nous regardent. Alors, on va démarrer cette revue des grandes unes avec le Sénat qui reste au devant de l'actualité depuis quelques jours déjà, aujourd'hui encore, notamment dans les colonnes de la Nouvelle Expression et dans les colonnes de Info Matin, les colonnes aussi d'autres journaux, notamment Le Soir. Alors, ces sénateurs cumulards, on semble de plus en plus aboutir vers une porte de sortie. Info Matin nous dit les cumulards choisissent le Sénat, alors que la Nouvelle Expression nous dit la législature d'une rupture historique, puisque désormais il est question de faire un choix. Le Soir parle de ces sénateurs cumulards qui sont dans l'embarras. Alors, restons par exemple sur la Nouvelle Expression. À quel niveau est-ce que l'on s'apprête à vivre quelque chose de véritablement historique, Camille? On en est encore au niveau des spéculations. En réalité, quand on dit que les cumulards choisissent le Sénat, c'est pas évident. On ne nous a pas encore dit qui a choisi le Sénat et qui a choisi son poste. Encore que tous ces cumulards sont présidents des conseils d'administration depuis plusieurs années, pour certains depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc je ne pense pas que le tour soit joué. Mais toujours est-il que dans la simple logique, on sait très bien qu'il est certain que le président de la République va forcément faire le ménage, tant au niveau des conseils d'administration qu'au niveau même des directions générales des entreprises d'État. On le sait très bien. Bon, aujourd'hui, la presse commence à supputer, la presse commence à se dire que ces cumulards-là savent très bien que le vent peut tourner et qu'il est encore préférable de s'assurer encore 5 ans avec un salaire quand même assez consistant. Sauf que le journal Info Matin met en avant le cas du directeur général adjoint de Côte-Cou. Le cas du directeur adjoint de Côte-Cou est un cas peut-être particulier, mais c'est un cas qui ne peut pas faire l'objet d'un débat, parce que Côte-Cou est certes une entreprise étrangère, mais seulement le Cameroun a là-dedans 30% des actions, ce qui fait que lui-même n'est président, n'est directeur général adjoint que parce qu'il représente le Cameroun. Donc là, il n'y a pas de débat non plus, mais il devra choisir et il choisira certainement. Il choisira certainement l'aspect historique. Est-ce que l'on vit là quelque peu une page intéressante de l'histoire politique du Cameroun, Georges Sémé? Je suis parfaitement d'accord avec cette une qu'on fait de la Nouvelle Expression, parce que on a quand même observé que lors de la première législature qui est partie de 2013 à aujourd'hui, il y a eu ce laxisme dans le cumul des fonctions. Les sénateurs
il y avait des sénateurs DG, il y avait des sénateurs qui avaient des fonctions civiles. Le doyen d'âge. Voilà, exactement. Tout cela parce que la loi n'était pas claire sur la question. Et vous savez que le président de la République a tenu à corriger ça en octobre 2016 en demandant au Sénat de veiller désormais au respect des incompatibilités. Donc c'est un tournant historique pour ce Sénat qui entame sa seconde législature. Et je pense qu'avec la clarté de la loi et avec les impulsions présidentielles, il y aura désormais cet arrêt de cumul de fonctions. On devra choisir si c'est le même président qui nomme à la fois ses PCA, ses sénateurs, ou la plupart de ces sénateurs qui sont frappés par ce problème. Tout à fait. Le problème, c'était que la loi n'était pas claire sur la question. Mais maintenant que le règlement intérieur du Sénat dit qu'il faut choisir entre la fonction des sénateurs et d'autres fonctions qui sont des fonctions soit civiles ou alors des fonctions nominatives, désormais on pourra arrêter, on pourra arrêter ce cumul. Et je suis parfaitement en phase avec nos confrères de la Nouvelle Expression qui disent que c'est un tournant historique pour notre Sénat qui entame sa seconde législature. Voilà, on va évoquer un autre sujet qui porte notamment sur l'AMIDA. L'AMIDA est une autre évolution aussi observée de ce côté-là, c'est que le comptage de l'argent saisi ici au siège de cette institution est terminé, un comptage qui a permis donc de rassembler un peu plus de 3 milliards de francs CFA, mais le gouvernement, dans sa communication reprise ce matin par plusieurs journaux, fait savoir notamment le quotidien le quotidien de l'économie qui en parle, lui, le jour qui en parle tout aussi, il y a 9 milliards de francs CFA qui sont portés disparus. Le comptage est terminé. On voit d'une certaine façon une sorte de transparence de la part du gouvernement dans cette affaire. Moi, je pense que la presse est allée un peu vite en besogne. Elle est allée vite en besogne parce que vous savez très bien qu'on a vu dans les réseaux sociaux ces montagnes de billets, de tas de liasses de 1 million qui ont été balancés un peu partout à travers le monde. On avait l'impression même de se trouver dans un de ces films des années 30-40 où avec les gestionnaires de casinos ou bien les trafiquants de drogue et de cocaïne, comment on voit comment l'argent est compté et mis de côté. Non, avec cet argent, cette faramineuse somme que l'on a trouvée dans un local qui n'était pas une banque, qui n'était pas une pairie, qui n'était pas une perception, on a compris que l'AMIDA c'était vraiment quelque chose d'affreux, d'extraordinaire. Bon, mais seulement le fait de trouver cet argent en place dans l'AMIDA ne veut pas dire que c'est tout l'argent que les souscripteurs ont déposé. On sait très bien que ce n'est pas aujourd'hui, c'est peut-être la recette de 4-5 derniers jours. Donc, depuis que les gens cotisent et depuis que l'argent est en train de partir, on ne sait pas où se trouve le reste de l'argent. Donc, moi, je ne pense pas qu'on dise qu'il manque 9 milliards. Parce que vous savez très bien qu'avec les explications que nous avons eues, on a compris le fonctionnement de cette MIDA qui vous prend de l'argent, qui donne de l'argent, et pendant qu'elle donne de l'argent, d'autres personnes viennent remplir l'argent. Dans une logique de réseau. C'est une histoire vraiment acrobatique qui ressemble même à cette espèce de bonneteux géant dont j'ai parlé il y a quelques jours. Donc, on a trouvé 3 milliards d'euros, mais on a trouvé 3 milliards d'euros. Il faut demander peut-être aux responsables de la MIDA où est le reste. Depuis que les gens sont en train de souscrire, qu'ont-ils fait de l'argent? Ont-ils mis de l'argent en banque? Ont-ils envoyé de l'argent à l'étranger? Ont-ils investi? Ou bien comment est-ce que cet argent déjà évalué à 12 milliards de francs, comment on ne peut retrouver que 3 milliards? Moi, je pense que l'enquête est en train est en cours. Et la presse ne devrait pas aller trop vite en besoin en disant qu'on a trouvé que 3 milliards, il manque 9 milliards. Non, on va bien savoir où est passée la différence entre ceux qui déclarent avoir été souscrits à la MIDA et ce qu'on a trouvé sur place. Je sais, messieurs, le sujet. Bien, je crois que c'est un communiqué du ministre de la Communication qui clarifie la situation de ces finances de la MIDA. 3 milliards et poussières ont été retrouvés, thésaurisés au siège de la MIDA à Aala. Et je pense qu'il n'y a pas que à Aala qu'ils auraient gardé l'argent. Certainement, pour une institution qui se voulait aussi sérieuse, certainement, ils ont des fonds qui sont parqués soit dans les banques locales ou alors dans les banques offshore. Il appartient désormais aux services compétents d'identifier, de localiser et d'assurer la traçabilité de ces fonds afin que ceux qui y ont épargné soient remboursés et pour empêcher que le contribuable camerounais, à travers le trésor public, de rembourse une somme pour laquelle ils n'ont aucune cause parce que certaines autorités ont été laxistes. Donc, l'enquête est en cours, les enquêtes sont en cours et moi je pense que le ministre de la Communication gagnerait à nous clarifier de temps en temps de la situation qui prévaut et c'est ce qu'il fait depuis le début de cette crise. Le plus important pour moi c'est que ces fonds soient localisés, ramenés au Cameroun pour ceux qui sont à l'étranger et que ces personnes soient remboursées afin que vous,
moi et les autres Camerounais qui contribuent au trésor public ne payent pas un argent dont ils ne connaissent pas la provenance ni la cause. Voilà. Alors, je ne suis pas très d'accord avec cette option ou cette éventualité de l'État qui paierait le différentiel. Parce que le président de la République a dit que... D'une façon ou d'une autre, ça a été annoncé comme ça. Non, le président de la République a dit que il faudrait veiller au remboursement. Il n'a pas dit que c'est l'État qui va rembourser. Il n'a pas dit de façon claire. Moi, je pense qu'il y a une mauvaise interprétation dans la déclaration du président de la République. Il n'a pas dit que l'État va payer. Il a dit que cet argent soit compté et qu'on rembourse tous ces gens-là. Il n'est pas question, il ne serait même pas question que l'État puisse rembourser de l'argent pris par ces gens et planqué peut-être. Donc, il ne faut pas penser que au cas où cet argent ou la différence dont on parle ne soit pas retrouvé, il ne faudrait pas penser que l'État va payer le reste. Non, je ne pense pas. Non, mais c'est le nom dit des instructions présidentielles, que l'État va prendre toutes les dispositions pour rembourser à ceux qui... Non, je dis, hein, il a dit, afin que ces jeunes soient remboursés. Afin que ces jeunes soient remboursés, pas par l'État, mais par les gens qui leur ont pris de l'argent. Même si ce n'est pas dit comme ça, on est dans les interprétations, on est dans des grilles de lecture. Allez, Mutation s'intéresse ce matin à ces missions de contrôle qui vont descendre sur les directeurs généraux de sociétés dans certaines universités d'État, sur les délégués du gouvernement, dans certaines mairies. Eh bien, lui, Paul Motazé, fidèle à lui-même depuis son arrivée à la tête de ce ministère des Finances, après l'opération lancée pour dégoûter tous les fonctionnaires fictifs. Voici une autre opération lancée donc pour s'assurer de la bonne gouvernance dans ces établissements publics. Georges Sémé. C'est le troisième grand coup du nouveau ministre des Finances du Cameroun, après le remboursement d'une partie de la dette intérieure, après le lancement de l'opération COP. Maintenant, il veut un peu regarder ce qui se passe dans les comptes de certains établissements publics administratifs, dans certaines mairies et même dans les rectorats. Je pense que c'est une bonne opération d'assainissement des mœurs financières de notre public. On en avait besoin parce que ce sont des poches de gabegie. Les établissements publics administratifs, les rectorats, les mairies sont de grosses postes de gabegie. Et je pense que si une telle opération est lancée aujourd'hui, c'est parce que certainement on aurait des soupçons sur certaines malversations financières. Mais rappelons quand même qu'il s'agit seulement de l'exercice 2016 et que certainement au bout de cette opération, on aura toute la clarté sur la gestion de ces fonds. Et n'oublions pas que toutes ces institutions regorgent d'un contrôle financier qui relève étroitement du ministère des Finances. Donc, ça veut dire que leurs opérations sont suivies étroitement au jour le jour. Et ce n'est pas parce qu'on a lancé une telle opération qu'on jetterait tout de suite en pâture ceux qui sont assurés de la gestion de ces fonds. Du ministère. Je pense que c'est une bonne opération d'assainissement. Ça veut dire qu'il y a problème aussi. Voilà, ça fait partie des missions régaliennes du ministère des Finances. Bien qu'il ait choisi l'exercice 2016, c'est parce qu'il y a eu vent de certaines malversations, mais je pense qu'il y a quand même dans cette institution des contrôles financiers qui assurent au jour le jour le contrôle et la gestion des fonds dans ces institutions, et que l'opération qui sera entamée dans les prochains jours ne vient que compléter ce travail qui a déjà été exercé en amont par le représentant des ministres des Finances dans ces institutions. Camille Nélé, vous avez semblé optimiste lors du lancement de cette opération qui visait à débusquer les fonctionnaires fictifs. Alors, à quoi s'attendre dans le cadre de cette opération? Qu'est-ce qui est recherché? Quel pourrait être le résultat final? Il est visible que le ministre Motazé est en train d'aller jusqu'au bout de sa logique dans le cadre de l'assainissement des finances et surtout dans le cadre d'un meilleur suivi de ces gestionnaires publics. En impulsant cette nouvelle opération, qu'est-ce qu'il démontre? Il démontre en réalité que aussi bien le contrôle supérieur de l'État, l'ANIF, la Cour des comptes, sont des structures de contrôle qui en réalité sont assez lourdes et qui n'opèrent pas suffisamment à temps. Moi, je pense qu'il a envie de donner un coup d'accélérateur justement dans ces contrôles qui font que, regardez, imaginez, le dernier contrôle, le dernier rapport du contrôle de la Cour des comptes date de l'année 2015. On est en 2018. 2015, ça veut dire qu'il faudrait passer à l'année 2016, 2017 et avant d'arriver à 2018. Or, s'il y a eu des malversations entre-temps, les entreprises sont en train de continuer à fonctionner. Moi, je pense que le ministre Motazé, dans un souci d'efficience et d'efficacité, est en train de vouloir couper cette sorte
nos gardiens qui disaient que le suivi sur le plan de la gestion n'était pas efficace. Donc moi, je pense que c'est une nouvelle stratégie qui va éviter qu'on se retrouve avec des directeurs comme l'on va poursuivre dans 5 ans pour des infractions commises en 2015. Voilà qui est dit. Alors, on évolue plusieurs sujets importants dans la presse ce vendredi. Et ce rapport du département d'État américain relayé par le journal La Nouvelle Expression, un rapport qui accable Yaoundé relativement à la crise anglophone et aussi à la gestion du conflit dans la partie septentrionale du Cameroun. Un rapport qui évoque des exécutions, des enlèvements et autres commis par l'armée camerounaise. Encore un rapport peu favorable au régime de Yaoundé, Georges Sémé. Rappelons d'abord que le département d'État américain, c'est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères dans notre pays et qu'à chaque fois, ils ont toujours sorti des rapports qui concernent l'État, l'état des nations, de certaines nations africaines ou alors des autres nations qui sont dans le monde. Et cette fois-ci encore, le Cameroun a été épinglé de façon très très défavorable par le biais de son armée qui a été quand même accusée de beaucoup de faits assez graves, assez catastrophiques, des enlèvements, des homicides et puis d'autres faits qui ne redorent pas du tout le blason de l'armée camerounaise. Vous savez tout le bien que je pense de ces rapports qui retracent quand même une certaine vérité de la situation qui prévaut soit dans la crise anglophone ou alors dans l'extrême nord, la guerre contre Boko Haram. Mais il y a un petit souci que nous avons toujours décrié, c'est le souci d'équilibrisme de ces rapports. Parce qu'on aimerait quand même que dans ces rapports ressortent les faits qui ont été perpétrés, soit par les saisonnistes anglophones. Je pense dans le cas du rapport Amnesty International, voilà. Oui, il a évoqué clairement les exactions des Boko Haram et même les terroristes et même les sécessionnistes anglophones. C'est un rapport de 39 pages. Voilà, mais la plupart des rapports qui ont été émis par ces institutions internationales, pas seulement par le département d'État américain, il n'y a pas cet équilibrisme qui ressort. Nous voulons bien qu'on accable notre armée, mais comment peut-elle faire face à certaines situations où elle n'est obligée que de tirer ou alors de se défendre. Je crois quand même que à ce niveau, il y a quelque chose qui reste en travers de la gorge. C'est bien beau d'émettre des rapports, mais ce n'est pas une façon de dédouaner complètement notre armée. Il faut équilibrer tout simplement un rapport qui ressort les exactions de notre armée, mais également celles qui sont opérées par les autres forces qui sont à l'encontre de la paix du Cameroun. Allez, les forces obscures, si vous n'utilisez pas le mot, Camille Nélé sur ce rapport. Éric Martial dit, moi je ne pense que du mal de ces rapports, on appelle ça du département d'État. Ce n'est pas un match de football pour dire que tel a marqué le but, de l'autre côté l'autre a fait un tacle blessé, l'autre a fait un tacle irrégulier. Non, ce sont des rapports d'abord qui sont écrits au conditionnel. L'armée aurait, des personnes auraient été exécutées, non, dans un rapport comme celui-là qui se veut sérieux, on devrait donner des noms, des dates, des lieux et des circonstances. Qu'on ne balance pas que non, il y a des personnes qui auraient été arrêtées et exécutées de façon sommaire. On connaît la texture de ce rapport. Vous vous souvenez très bien que c'est à base d'un rapport, justement, du département d'État, qu'on avait accusé Saddam Hussein de détenir des armes de destruction massive. Ça a été lu en pleine session de l'ONU, que c'est un rapport du département d'État américain, alors que vous savez très bien, il a été démontré jusqu'aujourd'hui que l'Irak n'a jamais possédé d'armes de destruction massive. C'est ce genre de rapport qui avait été fait contre Kadhafi pour dire que Kadhafi avait un armement tel qu'il pouvait déstabiliser tout l'Extrême-Orient, tout le Moyen-Orient et même attaquer l'Europe. C'est toujours les rapports du département d'État américain. Et quand dans ce rapport, il faut le lire avec froideur, on voit qu'il est écrit que non, l'armée camerounaise opère avec des moyens disproportionnés, des moyens disproportionnés de force. Disproportionnés que ces gens ont pu évaluer les forces en face. Non, moi je dis il faudrait arrêter de tomber dans ce genre de piège où on tire à mutiler l'image d'une armée qui se bat, vaille que vaille, coûte que coûte, face à des gens qui ne viennent que tuer, qui ne viennent qu'enlever, qui sont maintenant arrivés au point d'entrer dans une école et tirer sur les enfants. Il faut dire que le rapport de ce département d'État dit que des assaillants sont venus tirer sur des élèves dans une école. Ça c'est inacceptable. C'est pour ça que je parlais de souci d'équilibre. Oui, mais il n'y a même pas d'équilibre à faire. Moi, je pense que la situation sur le terrain est suffisamment grave. Le Cameroun est en train de vivre une guérilla, mais une guérilla qui dit son nom.
qui dit vraiment son nom. Et moi, je pense que l'armée doit user de tous les moyens, non seulement pour contrer cette guérilla, mais pour ramener au moins la paix et la sécurité. Donc, moi, je dis, quand il y a ce genre de rapports qui sont là, soit pour mutiler l'image du Cameroun, soit pour démontrer que l'armée du Cameroun est une armée de mercenaires qui ne fait que tuer des gens qui se battent, mais qui se battent pour qui? Contre qui? Avec quel moyen? Avec quel moyen? Donc moi je dis il faut faire attention, il faut lire ce genre de rapport. Et moi je pense que la presse camerounaise elle-même ne répond pas assez à ce département d'État américain. Alors on va sortir puisqu'il nous reste quelques minutes seulement avec ce sujet sur la mairie de Douala. Premier, voilà, une mairie tant convoitée et c'est Dominus qui titre dessus ce matin. Alors l'homme à abattre pour voilà, pour battre le RDPC, Avory premier. Que pensez-vous de ce titre, Georges? Écoutez, le journal Dominique, c'est un journal très introduit à Douala premier et ils nous ont gratifié d'un titre qui parle effectivement à la veille des échéances électorales. Voilà, déjà que c'est une commune qui est secouée. Voilà, effectivement, c'est la première commune de Douala. La commune la plus en vue et c'est normal qu'à la veille de ces joutes électorales il y ait ce branle-bas, ces petites batailles pour remplacer le maire Malapa qui n'est pas seulement maire, qui est également président de la section RDPC Avory 1. Donc on l'a vu dans plusieurs occasions, par exemple au dernier conseil municipal, on a vu l'opposition qui était rangée contre le maire Malapa sur la gestion de la mairie, mais malheureusement avec les chiffres qui ont été présentés et avec la diligence du préfet du Avory qui était bien là, tout a été ramené à l'ordre. Et on relève pas seulement cette opposition qui se range contre le maire Malapa, malheureusement au sein du RDPC également, il y a des batailles intestines qui mettent des bâtons dans les roues de l'action. On est coutumier de ce fait au sein du RDPC et je pense que ce n'est que normal en période préélectorale et M. Malapa, ce ne sera pas la fin. Ce ne sera pas la fin de ces petits coups qu'il recevra, il y en aura d'autres. Voilà, mais justement, par rapport à lui, avant le dernier conseil municipal, il y avait des bruits, voilà, comme quoi il serait convoqué au TCS, des bruits de malversation. On dit de cette commune de Douala premier justement que voilà, il y a pas mal de casseroles que traînent non seulement certains conseillers, mais le maire lui-même est pointé du doigt. Toute chose qui, d'une façon ou d'une autre, devrait le fragiliser. Devrait le fragiliser, moi je ne sais pas si ça devrait le fragiliser, parce que moi je commence d'abord par le titre de Dominus, qui dit que pour battre le RDPC Douala, il faut d'abord battre l'Engue Malapa. Moi je pense que c'est d'abord la première interpellation de ce titre. Effectivement, vous savez très bien que depuis qu'il y a une mairie de Douala première, il n'y a jamais eu qu'un seul parti d'opposition qui occupait la mairie, c'est avec le SDF, avec le Dr Ndiakwa, mais depuis cette époque-là, c'est seulement le RDPC. On voit l'Engue Malapa qui en est à son deuxième mandat, qui est en train de terminer son deuxième mandat, il va entamer le troisième mandat. Il est tout à fait normal que l'opposition, qui veut absolument monter à la surface. L'opposition même en interne. Mais à l'interne, et même à l'intérieur du RDPC, il y a aussi des conseils municipaux du RDPC qui sont en train de multiplier des manœuvres pour que peut-être l'Engue Malapa ne soit même plus investi du tout. Donc moi je pense que ça c'est des manœuvres politiciennes. Mais toujours est-il que quand on lit l'article de Dominus, on se dit que pour venir à bout de l'Engue Malapa, qui ne cache pas son ambition de remplir, il faudrait d'abord commencer par le jeter à terre. Moi je pense que le combat est un combat politicien, c'est un combat de terrain. Et Georges Semi l'a rappelé, il est aussi avant tout le président de la section RDPC de Avory 1. Donc le combat, ce ne sera pas seulement le combat de la mairie, c'est aussi le combat du RDPC. De cette section. Allez, merci messieurs d'être restés en notre compagnie, merci d'être venus. Madame, monsieur, lundi, voilà, sera férié, mardi férié aussi. Allez, nous vous retrouvons mercredi pour une autre revue des grandes unes. Entre-temps, nous vous souhaitons un très bon long week-end en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. Au revoir.